Salut à tous les passionnés de mystères urbains et bienvenue sur ma chaîne dédiée aux lieux oubliés qui murmurent des secrets du passé, des explorations qui font frissonner et des histoires vraies qui défient l'imagination. Avant de commencer cette histoire absolument extraordinaire, prenez une seconde pour vous abonner et activer la cloche de notification. Croyez-moi, vous ne voulez pas rater ce qui va suivre. Aujourd'hui, je vais vous révéler une histoire qui implique un magnate du hip-hop, une propriété de rêve transformée en cauchemar et des révélations qui pourraient totalement changer votre perception de Sean Diddy Combs. Imaginez un manoir somptueux, niché dans la verdure luxuriante d'une banlieue chic d'Atlanta, où les murs de marbre résonnaient autrefois des rires d'une élite musicale, des fêtes extravagantes et des rêves de gloire éternelle. Construit pour incarner le luxe absolu, avec ses piscines scintillantes et ses salles de cinéma privées, ce domaine était la fierté d'un empire bâti sur des beats légendaires et des alliances improbables. Mais un jour, sans un mot d'explication, son propriétaire l'abandonna brusquement, le laissant aux mains du temps et des ombres rampantes, comme si une force invisible l'avait chassé dans la nuit. Pendant plus de 15 ans, il est resté là, figé dans un silence oppressant, envahi par la végétation sauvage et les murmures des intrus. Était-ce la crise financière de 2008 qui l'a forcé à partir? Ou quelque chose de plus sombre, un scandale enfoui, une peur irrationnelle, ou pire, la présence d'un fantôme tourmenté, celui d'un ami assassiné dont l'esprit refuse de reposer en paix? Des rumeurs persistent. Diddy aurait fui après avoir vu l'apparition spectrale de Biggie Small, son protégé et confident, abattu en 1997 dans une fusillade non résolue qui hante encore l'industrie. Et avec les récentes arrestations et procès de Diddy en 2024 et 2025 pour trafic sexuel et extorsion, ses propriétés abandonnées prennent une teinte encore plus sinistre, comme des témoins muets d'un empire en ruine. Quels secrets ces murs effrités gardent-ils vraiment? Pourquoi Diddy a-t-il vendu à perte, laissant derrière lui un palais à moitié rénové? Et que disent les explorateurs urbains qui osent y pénétrer aujourd'hui, lampe torche en main, au milieu de l'électricité fantôme qui bourdonne encore? Accrochez-vous, car cette histoire commence au cœur d'Atlanta, dans un quartier où le luxe cache les ténèbres, et elle vous emmènera à travers les couloirs hantés d'une légende musicale, les fêtes légendaires qui masquaient des horreurs, et un procès qui pourrait tout révéler. Mais avant de franchir ces portes verrouillées, dites-moi en commentaire, croyez-vous aux fantômes des stars disparues, ou pensez-vous que les vraies hantises sont celles des scandales humains? Vos réflexions m'inspirent pour creuser plus profond. Le manoir d'Atlanta, connu sous le nom de Casa Nirel, surgit comme un géant endormi au milieu d'une banlieue opulente de Dunwoody, à quelques kilomètres du cœur battant d'Atlanta, la ville où le hip-hop s'est forgé dans le feu des rues et des studios enfumés. Construit en 1987 par un promoteur visionnaire, ce palais de 20 000 pieds carrés, soit près de 1860 mètres carrés, était un chef-d'œuvre d'architecture baroque italienne, avec ses façades blanches immaculées, ses colonnades gracieuses et ses toits en tuiles rouges qui évoquaient les villas toscanes transplantées au sud des États-Unis. Sur cet acre de terrain boisé, il abritait 8 chambres somptueuses, 16 salles de bain ornées de marbre et de mosaïques, une bibliothèque au rayonnage en acajou qui pouvait accueillir des milliers de volumes, une cave à vin climatisée pour des millésimes rares, une salle de cinéma privée avec sièges en velours et écran géant, 5 cheminées sculptées qui ronronnaient en hiver, une salle de sport équipée de machines dernier cri, plusieurs saunas pour des pauses bien-être, et même un court de tennis illuminé pour des parties nocturnes sous les étoiles de Géorgie. À l'extérieur, un garage pour 5 voitures de luxe, parfait pour les Bentley et les Rolls-Royce qui peuplaient l'univers de Diddy, une piscine d'eau salée de 60 000 gallons entourée d'un deck en teck, et un barbecue extérieur pour des grillades sous le soleil brûlant de l'été atlantien. C'était le genre de domaine qui criait succès absolu. Un sanctuaire pour un homme qui avait transformé le rap en empire, passant de producteur de quartier à magnate multimilliardaire. Tout changea en 2003, lorsque Sean Diddy Combs, alors au zénith de sa gloire avec Bad Boy Records qui dominait les charts, déboursa 2,6 millions de dollars pour s'offrir ce joyau. Diddy, né Sean John Combs à Harlem en 1969, avait gravi les échelons à une vitesse fulgurante. Orphelin de père assassiné quand il avait 2 ans, élevé par une mère professeure qui l'inscrivit dans des écoles privées pour lui offrir une chance, il s'était imposé comme le roi du hip-hop en signant des talents comme Notorious B.I.G. en 1993, produisant des hits qui fusionnaient soul, rap et pop. Son premier album, No Way Out en 1997, avait vendu 17 millions d'exemplaires, et ses fêtes les fameuses White Party étaient déjà légendaires, des soirées en blanc où Beyoncé, Jay-Z et Leonardo DiCaprio se pressaient pour trinquer au Ciroc, sa vodka signature. Acheter Casa Nirel n'était pas qu'un investissement, c'était un statement, un symbole de son ascension de la pauvreté new-yorkaise à l'opulence sudiste.
Didi y investit des fortunes en rénovation, des lustres en cristal importés d'Italie, des cuisines équipées de fourneaux professionnels pour des dîners dignes d'un chef étoilé, des spas à vapeur pour des nuits de détente, et même un système de sécurité high-tech qui veillait sur ce havre comme un dragon sur son trésor. Il y organisa des housewarmings somptueux, invitant l'élite d'Atlanta ou du maire aux stars locales, pour célébrer son nouveau royaume. Kim Porter, sa compagne de l'époque et mère de 3 de ses enfants, y apporta une touche de glamour familial, transformant le manoir en un nid d'amour et de créativité. Pourtant, après seulement 4 ans, en 2007, Didi abandonna tout. Il vendit la propriété pour 1,3 million de dollars, la moitié du prix d'achat, laissant derrière lui un palais à moitié rénové, avec des escaliers inachevés, des murs nus et des pièces vides qui semblaient attendre un retour qui ne vint jamais. Pourquoi ? Les rumeurs fusent comme des ombres dans la nuit géorgienne. Officiellement, la crise du logement de 2008 est pointée du doigt, le marché immobilier s'effondra, les banques saisirent des fortunes, et même un tycoon comme Didi dut couper dans ses dépenses. Il avait prévu des rénovations massives, ajouter un étage entier, installer un ascenseur panoramique, transformer le sous-sol en bunker high-tech, mais les fonds se tarirent, les prêts se raréfièrent, et le manoir devint un fardeau financier plutôt qu'un trophée. Vendu aux enchères en 2012 à un fonds d'investissement, Paramount Group PNC, il changea de main plusieurs fois, chaque propriétaire le laissant à l'abandon, comme si une malédiction planait sur ses murs. Mais les murmures de l'industrie musicale racontent une autre histoire, bien plus sombre et surnaturelle. Certains chuchotent que Didi fuit après avoir vu le fantôme de Biggie Small, son protégé et ami le plus proche, assassiné le 9 mars 1997 à Los Angeles dans une fusillade qui reste non résolue à ce jour. Biggie, de son vrai nom Christopher Wallace, avait été le premier artiste signé sur Bad Boy Records en 1993, un géant du rap dont Ready 2 D avait propulsé Didi vers les sommets. Leur lien était fraternel, Biggie appelait Didi Puff, et ensemble, ils avaient conquis le monde avec des hits comme Hypnotize. Mais des tensions couvaient, Biggie se plaignait de ne pas toucher sa part des royalties, Didi gardait la moitié des droits d'auteur, refusant de lâcher prise avec des mots glaçants, « Je ne céderai jamais tant que je ne serai pas mort et que mes os ne seront pas réduits en poussière ». La nuit fatidique, après une after-party des Soul Train Music Awards surpeuplés, fermée par les pompiers pour surcharge, Biggie rentra à son hôtel en convoi, escorté par des agents de sécurité qu'il avait engagés 3 jours plus tôt, craignant pour sa vie après une interview radio où il avait évoqué des menaces. Vers minuit 30, un Tao noir s'approcha, et des rafales de balles transpercèrent la portière de sa GMC Suburban, touchant Biggie 4 fois à la poitrine et à la tête. Il mourut à l'hôpital UCLA à 1h15 du matin, à 24 ans, laissant un vide béant dans le hip-hop et une ombre sur Didi, accusé par certains, comme Tupac Shakur avant lui, d'avoir ourdi le complot pour éliminer un rival qui voulait s'émanciper. Les rumeurs d'un rôle sombre de Didi dans la mort de Biggie ne se sont jamais taries. 50 Cent, son ennemi juré, y a fait allusion dans des chansons comme Hip Hop en 2006, et en 2023, Greg Kading, ex-détective du LAPD, affirma que Didi avait offert $1 million à Dwayne Keefe des Davis et Orlando Anderson, des Crips, pour exécuter Tupac, ce qui aurait déclenché une vendetta contre Biggie. Voletta Wallace, la mère de Biggie, a même soutenu ces théories, demandant une enquête approfondie. Et si le fantôme de Biggie hantait vraiment Casa Nirel ? Des employés anonymes du label chuchotent que Didi, après des nuits d'insomnie, aurait vu une silhouette familière dans les couloirs, murmurant des reproches sur les royalties non payées ou les trahisons passées. Une source proche de l'industrie affirme, Didi rentrait pâle, disant qu'il sentait une présence, un froid qui n'avait rien de naturel. Il a vendu pour fuir ça. Ces histoires, bien que non prouvées, ajoutent une couche paranormale au mystère, transformant le manoir en un mausolée hanté par les échos d'un meurtre non résolu. Aujourd'hui, plus de 18 ans après l'abandon, Casa Nirel est un squelette de sa gloire passée, envahi par la nature sauvage et les vandales intrépides. Niché au bout d'une allée sinueuse bordée de chênes centenaires, le domaine semble veiller sur ses secrets comme un gardien jaloux. Les explorateurs urbains, ces âmes audacieuses qui défient les interdictions, y pénètrent par des sentiers escarpés à travers les bois denses, une descente raide de 15 minutes où les branches griffent comme des doigts spectraux et où l'air s'alourdit d'humidité. Vêtus de tenues de camouflage et armés de lampes torchées LED, ils émergent dans l'arrière-cour, où une piscine d'eau salée de 60 000 gallons, autrefois cristalline, gît maintenant comme un bassin stagnant, bordé de feuilles mortes et de graffitis illisibles. Le terrain, autrefois impeccablement tondu, est un labyrinthe de hautes herbes et de ronces, avec les vestiges d'un foyer extérieur, un cercle de pierres noircies où des feux de joie illicites crépitent encore la nuit.
L'électricité, miracle ou malédiction, bourdonne encore dans certaines zones. Des réfrigérateurs ronronnent vides dans la cuisine, des lumières vacillent dans les couloirs comme des âmes errantes, et un système de HVAC lutte vainement contre la moisissure qui ronge les plâtres. Qui paie encore les factures? Un fonds d'investissement fantôme, ou un gardien invisible qui maintient ce mausolée en vie? Pénétrer à l'intérieur est une descente aux enfers architecturaux. Par l'arrière-cour, un escalier sombre mène au sous-sol, où l'air est frais et humide, imprégné d'une odeur de terre humide et de pourriture sucrée. Les murs, jadis couverts de fresques italiennes, suintent d'humidité, et des toiles d'araignées géantes drapent les plafonds comme des voiles funèbres. Au sommet, une vaste pièce, probablement un ancien salon de réception, s'étend comme un squelette géant, avec des chandeliers en cristal couverts de poussière qui captent la lumière de la lampe torche en éclats fantomatiques. Les appareils haut de gamme, miraculeusement intacts, défient l'abandon. Un four professionnel viking, un lave-vaisselle Sub-Zero, un réfrigérateur qui bourdonne comme un cœur battant, rappelant une vie figée dans le temps. Les sols en marbre craquelé résonnent sous les pas, et des meubles éventrés, un canapé en cuir déchiré, une table de billard penchée où témoignent de pillages passés. Les vandales ont laissé leur marque. Des tags en spray rouge vif sur les murs, des symboles occultes griffonnés à la hâte, et des messages cryptiques comme Diddy fled the shadow qui semblent répondre aux rumeurs du fantôme de Biggie. L'ascenseur, rouillé mais fonctionnel, grince comme un gémissement spectral, menant aux étages supérieurs où les chambres, autrefois sanctuaires de soie et de satin, sont maintenant des coquilles vides, avec des matelas pourris et des miroirs brisés qui reflètent des fragments déformés de l'explorateur. Chaque pièce raconte une histoire fragmentée de l'empire de Diddy. La bibliothèque, avec ses rayonnages en acajou vide, évoque des nuits passées à rêver de contrats juteux. La cave à vin, au casier béant, se souvient des bouteilles de Dom Pérignon qui coulaient à flot lors de housewarming légendaires. La salle de cinéma, avec son écran déchiré et ses sièges éventrés, projette encore l'ombre de films privés où des stars comme Elton John et le maire d'Atlanta riaient aux éclats en 2003. Mais c'est le sous-sol, avec sa salle de sport aux haltères rouillés et ses saunas aux carreaux fissurés, qui suscite les frissons les plus intenses. Des rumeurs parlent de fêtes privées qui y dégénéraient, des échos des White Party où le blanc immaculé masquait des excès sombres. Et si Biggie y rôde vraiment? Des explorateurs rapportent des bruits inexplicables, des pas dans les couloirs vides, des murmures comme des raps étouffés, alimentant la légende d'un esprit vengeur qui hante les lieux où son frère l'a trahi. Une vidéo virale de 2022, partagée par l'explorateur Leland Kent, @abandonsoutiste, montre une silhouette floue dans un miroir brisé, ravivant les théories. Diddy, hanté par la culpabilité, aurait fui pour ne plus entendre les reproches spectraux de Biggie sur les royalties volées et les alliances rompues. Mais le manoir d'Atlanta n'est pas le seul fantôme dans la machine immobilière de Diddy. À Hollywood Hills, un autre palais, une demeure de 9 chambres et 9707 pieds carrés sur Mulholland Drive, acheté en 2012 par John Powers Middleton, fils du propriétaire des Phillies de Philadelphie, pourri depuis une décennie, transformé en toile vivante pour graffeurs et squatteurs. Ce manoir, où Diddy tourna le clip de Last Night en 2007 avec Kessia Cole, était un joyau. Escalier en spirale spectaculaire, piscine de 50 pieds avec cascade, vue panoramique sur Los Angeles, et un deck pour des fêtes où Beyoncé et J. Lo dansaient jusqu'à l'aube. Marie J. Blige y loua même une suite pour des années, y composant des hits dans une atmosphère de luxe absolu. Mais abandonné depuis 2014, il est maintenant un chaos. Mur couvert de graffitis multicolores, un cœur pleurant sur 2 étages. Diddy Wassir en lettres géantes sur le toit, des tags comme « L'argent est temporaire », le style de vie éternel qui ironise sur l'empire effondré. Les squatteurs, jusqu'à 10 par jour expulsés par la police, y règnent en maître. Ordures jonchent les sols, fenêtres brisées laissent entrer le vent du désert, et des attaques violentes avec barres de fer et bouteilles de bière terrorisent les voisins. Le département des bâtiments de la l'a qualifié de « danger public », avec une clôture de 10 pieds érigée en septembre 2024, mais les vandales persistent, transformant le lieu en installation artistique involontaire. Middleton, multimilliardaire excentrique, possède une autre ruine similaire sur Sunset Plaza Drive, envahie elle aussi, un duo de palais maudits qui hurle l'abandon dans le quartier des stars. Ces propriétés ne sont pas de simples ruines, elles sont les échos d'un mode de vie extravagant qui masquait des ténèbres. Les White Party de Diddy, lancés en 1998 au Hampton, étaient des légendes, invités en blanc immaculé ou DiCaprio, Paris Hilton, Gigi sirotant du Ciroc sur des pelouses impeccables, avec Gatsby pour toile de fond. Diddy se comparait aux grands romanciers, organisant des thèmes comme Blanc et Or ou des soirées à Saint-Tropez en 2006. Mais après minuit,
Quand les Alistair partaient, les free-cuffs commençaient, selon les plaintes. Orgies filmées de plusieurs jours, avec prostituées droguées, kétamine, ecstasy, GHB, lubrifiant en gallons, et Didi masturbant en spectateur, utilisant les vidéos pour du chantage. Cassie Ventura, ex de Didi, témoigna en mai 2025, c'était un job, des heures de sexe forcé, drogué, filmé. J'avais peur de ses colères, ses yeux noirs. Plus de 100 victimes alléguées, dont mineurs, émergèrent, avec des raids en mars 2024 saisissant 1000 bouteilles d'huile pour bébé, expliqué par l'avocat comme achat en gros chez Costco, mais démenti par le géant, nous ne vendons pas d'huile pour bébé aux US. Le procès, débuté le 5 mai 2025, vit des témoignages glaçants. Rodney Lil Rod Jones accusa Didi d'avoir drogué des boissons, forçant des actes. Grace O'Malley décrivit des pressions sur un yacht en 2022. Didi plaida non coupable, son avocat Marc Anifilo arguant de relations consenties. Mais le jury, après délibération en juillet, le condamna pour 2 chefs de transport à des fins de prostitution, manacte, acquitté des plus graves comme trafic sexuel. Sentencing fixé au 3 octobre 2025, avec 21 à 63 mois attendus. Didi reste détenu au Metropolitan Detention Center de Brooklyn, bail refusé pour danger public. Les fils de Didi, Justin et Christian, fuirent les propriétés post-raid, emportant des boîtes suspectes, tandis que sa mère Janice criait au lynchage moderne. Eminem et 50 Cent, rivaux, lâchèrent des diss tracks. Netflix finance un docu de 50 Cent. Des théories lient Didi à Tupac et Biggie, avec Greg Kading affirmant un contrat de 1 million sur Tupac. Le manoir d'Atlanta, avec son électricité fantôme, semble attendre la chute finale, un palais hanté par les fantômes de la gloire et du crime. Et vous, ces murs vous appellent-ils? Dites-le en commentaire. Si captivé, likez, partagez, abonnez-vous pour plus de mystères urbains.